Bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver pour cette deuxième journée Bourse Live, les rencontres. On va continuer à parler IA et innovation. On est en direct dans le studio de Boursorama pour cette troisième table ronde où on va regarder comment les entreprises justement, se confrontent à cette révolution IA. Oui, parce que dans la première, on a étudié la façon dont on pouvait faire grandir l'innovation en Europe. Dans la deuxième, on a parlé avec des experts des marchés financiers pour voir quelle était finalement leur analyse et leur conseil sur le boom IA en bourse. Aujourd'hui, on va évoquer avec mes invités la façon dont l'IA a fait irruption dans les entreprises. Est-ce qu'elles étaient bien prêtes? Qu'est-ce qu'elles attendent de cette révolution? Comment elles vont répondre aux défis qui l'accompagnent? Et surtout, comment elles appréhendent les enjeux de long terme? Autant de questions importantes. Et pour y apporter les réponses les plus pertinentes, je suis en compagnie aujourd'hui de Franck Guéraud, directeur général d'Arcure. Bonjour Franck. Bonjour. De Clément Feutry, data scientist et chercheur au Square Management Research Center. Bonjour Clément. Bonjour. De Béatrice Dotzenberg, Global Director of Beauty Tech Services chez L'Oréal. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et de Luc Balleroy, directeur général adjoint chez Opinionway. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Bon, j'ai triché. Désolé, j'ai triché pour cette table ronde car on va parler de l'irruption de l'IA, mais voilà, on a quelqu'un autour de la table dont l'IA est un petit peu la base, j'ai envie de dire, de la société. C'est vous, Franck, puisque Arcure, je le présente rapidement, société fondée en 2009, introduite en 2019, spécialiste de l'IA et de la 3D intelligente. Vous allez le présenter beaucoup mieux que moi, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est que voilà, quand on est sur un chantier, sur un site industriel, dans une usine robotisée, il faut que tous les véhicules, tous les engins qui sont sur ces différents sites puissent circuler sans se rentrer les uns dans les autres et sans non plus créer d'accidents avec des piétons. Alors soit on a une flotte d'humains qui pilotent tout ça et qui essayent de faire attention, soit on laisse la main à l'automatisation, mais pas n'importe comment. C'est ça un peu la promesse d'Arcure? Oui, c'est ça, c'est l'utilisation de l'IA pour, au départ, c'est pour protéger les personnes. Ouais. Voilà, on fait de l'IA depuis 15 ans, mais au début, c'est ce qu'on appelait le machine learning, c'était des algorithmes beaucoup plus basiques. Ce qu'on fait maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué, donc ça permet globalement de protéger les personnes dans un environnement où ça bouge de partout, il y a beaucoup de mouvements de matière. Et donc, c'est de la perception intelligente, à la fois pour protéger les personnes, et puis après, pour améliorer la productivité du site industriel. Donc à ce stade, on est encore avant ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'IA générative, on est encore au deep learning, même si nous, dans notre cas, on commence à utiliser l'IA générative pour d'autres applications. Alors ça, c'est super intéressant. Je veux en savoir plus là-dessus, justement. Quel distinguo vous faites entre cette première forme d'IA, dont vous parlez de deep learning, et l'IA générative, et comment, finalement, vous, chez Arcure, vous commencez à utiliser les deux formes? En fait, à chaque génération d'IA, on a des IA qui sont de plus en plus généralistes et ensuite on les spécialise sur nos métiers. Donc au départ, on faisait du machine learning qui était très très spécialisé pour détecter un piéton debout, quelque chose d'un peu limité. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on détecte des piétons et des objets dans un contexte très général. Et avec l'IA générative, on met à disposition du client, cette fois-ci, une intelligence qui est très très générale, mais qu'on va pouvoir spécialiser pour son métier, pour lui amener de la valeur sur des choses qui sont finalement un petit peu spontanées. Et donc on va sûrement y revenir, mais nous, la façon dont on aborde ça, c'est de mettre à disposition finalement une capacité intelligente qu'on spécialise pour les métiers de notre client. Et finalement, le client, c'est lui qui va créer son application. C'est-à-dire que c'est lui on va voir comment il l'utilise. Et en fonction de la façon dont il l'utilise, on va pouvoir affiner le modèle et le business model pour nous, pour lui amener plus de valeur. Donc en fait, à chaque génération d'IA, la particularité, c'est qu'on a des capacités qui sont de plus en plus grandes. Et à chaque fois, c'est une échelle exponentielle. Donc quand on parle d'IA générative aujourd'hui, ce sont des choses qui sont des centaines de milliers de fois plus puissantes que les petites IA qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones. Et pourtant, ces IA-là, elles seront dans 3 ans, si je regarde la roadmap de Qualcomm par exemple, ces IA seront dans 3 ans dans nos smartphones. C'est ça.
Hein, donc c'est quand même, et donc tout le monde va bénéficier de ces progrès. Vague d'adoption hyper rapide, hein. C'est ça aussi qui caractérise cette révolution, Franck. J'avais une question pour Béatrice. Voilà, on a une société fondée en 2009, introduite en 2019, basée sur l'IA, et puis on a L'Oréal, star des cosmétiques, leader mondial des cosmétiques, présent au CAC 40. Ça fait 100 ans qu'il faut faire face, ou en tout cas qu'il faut appréhender l'innovation. Comment ça se passe? Et quand on voit justement, alors vous l'aviez sans doute vu avant nous, avant les particuliers, mais cette nouvelle vague émerger, on se dit, oh là, comment on appréhende ça et comment on s'assure qu'on va pouvoir en tirer très vite les bénéfices, si je puis dire. Exactement, donc vous en parliez très bien, hein. Ça fait 115 ans que L'Oréal innove. En fait, on a 4000 chercheurs auxquels les gens sont habitués, hein, qui travaillent à fournir les meilleurs produits cosmétiques. Et en fait, depuis les années 2010, on a commencé une nouvelle aventure, hein, qui est l'aventure du digital et l'aventure de la beauty tech. Et l'intelligence artificielle, vous en parlez, hein, il y a deux phases vraiment, il y a l'intelligence artificielle, puis ce qu'on a tous découvert de façon plus accélérée l'année dernière, l'intelligence artificielle générative. Et en fait, nous, ça fait des années en fait, qu'on travaille avec l'intelligence artificielle dans différents métiers. Un des exemples assez parlants pour tout le monde, je pense, c'est l'acquisition d'une start-up canadienne qui s'appelle Modiface. Donc, il faut imaginer des experts en intelligence artificielle, en machine learning, en Gen AI aujourd'hui, en computer vision. Et en fait, grâce à Modiface aujourd'hui, on développe des services pour les consommateurs. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'IA générative chez L'Oréal, c'est du concret. Du concret qui nous permet de transformer les expériences utilisateurs et du concret qui permet d'augmenter tous les employés, qu'on soit chercheur, qu'on travaille en marketing, qu'on fasse des prévisions des ventes, qu'on travaille en finance, et je donnerai des exemples concrets tout à l'heure. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc, cette start-up Modiface, elle nous permet, pour être concrète, de développer des services qui vont répondre à des besoins consommateurs. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, vous voulez acheter un rouge à lèvres. Comment vous faites sur Internet? Pas aller en boutique, hein, c'est compliqué. Ouais. Comment on fait? On ne peut pas l'essayer. Oui. Et ben, grâce au service d'essayage virtuel, en fait, vous pouvez ouvrir votre smartphone et, grâce à une vidéo, essayer différentes teintes de couleurs. C'est une forme de cabine d'essayage virtuel qui permet d'essayer avant d'acheter. Et aujourd'hui, c'est devenu un usage massif. En fait, on a plus de 100 millions de services digitaux pour les hommes et les femmes qui ont été réalisés l'an dernier. Donc, je vous ai donné un exemple d'essayage virtuel, mais on a aussi, par exemple, des diagnostics de peau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est on parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est ce qui en fait la force et la différence, c'est vraiment la data. Et donc, chez L'Oréal, on a, pendant toutes ces années, constitué de la data. Et on a fait qualifier ces grands atlas de data. Il faut penser que sur les atlas beauté dont je vous parle, on a plus de 11 000 téraoctets de data. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la quantité, c'est surtout la qualité. En fait, on a des images qui sont annotées par des dermatologues, image par image. On a des chercheurs qui enrichissent ces bases. Et c'est vraiment l'humain qui qualifie ces datas, qui fait la richesse de nos modèles, parce que sinon, en fait, mon service de recommandation ou de diagnostic ne serait pas aussi efficace. Donc, c'est vraiment l'alliance de la science, la qualité de la data, et enfin des algorithmes propriétaires qui sont développés, qui nous permettent d'offrir le meilleur des expériences aux consommateurs. Et ça marche puisqu'on voit qu'ils préfèrent leurs expériences, on voit qu'ils achètent plus, on voit qu'ils pensent plus à des routines beauté complètes. Et donc, aujourd'hui, les Beauty Tech Services ont vraiment un impact très important, en fait, dans les expériences beauté des consommateurs. Y compris sur des produits dont on ne pensait pas il y a quelques années qu'on puisse les acheter en ligne. On se dit, bah non, un rouge à lèvres, il faut l'essayer, un vernis, il faut quand même regarder ce que ça donne. Et au final, aujourd'hui, avec cette expérience, notamment aidée par l'IA, les gens franchissent le pas sans même y penser, en fait. Exactement. Et un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est que, vous savez, on a pour mission chez L'Oréal d'offrir la beauté, le meilleur de la beauté à chacun et à chacune. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui souffrent de troubles de la mobilité. Plus de 50 millions de personnes dans le monde. Ça peut être des tremblements et c'est très difficile de s'appliquer un rouge à lèvres quand on a les mains qui tremblent. C'est sûr. Et donc, on a innové et on a inventé Apta, qui a reçu un prix au CES et qui a été notamment présenté à Vivatech l'an dernier. Et en fait, Apta, développé sous la marque Lancôme, permet en fait, grâce à une analyse des mouvements, il y a aussi de l'intelligence artificielle pour stabiliser en fait les mouvements, l'application de rouge à lèvres. Et comme ça peut paraître
anodin, mais en fait, ça change tout. Ça change tout pour certaines personnes, et certaines femmes notamment, de nous dire qu'elles reprennent le pouvoir, leur autonomie sur ces routines beauté. Donc, c'est ça la beauty tech et l'intelligence artificielle, c'est aussi le pouvoir de personnaliser et d'offrir le meilleur de la beauté à un plus grand nombre. Et d'apporter des solutions. Et on en a parlé hier lors de la webconférence L'Oréal, qui est d'ores et déjà en replay sur le site Boursorama. Je vous invite à la retrouver. Luc, on a 2 expériences. Voilà, une entreprise plus jeune, une entreprise établie, avec cette même envie d'innover, d'embrasser le sujet IA. Vous êtes directeur général adjoint d'Opinionway. Vous auscultez un petit peu, posez des enquêtes, le pouls. Quel est aujourd'hui le pouls de l'IA dans les entreprises françaises? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a bien pris l'ampleur du phénomène? Est-ce qu'on n'est pas largué, Luc? Alors, d'abord, l'IA, comme vous l'avez dit, c'est arrivé massivement et rapidement, ne serait-ce que pour une chose, c'est que sur les utilisations assez basiques, c'est une simplicité totale. Je disais, on a tous appris à faire des recettes avec l'IA l'année dernière, via un poème. Enfin, on s'est tous beaucoup amusés. Ouais. Et pour répondre à votre question, j'utiliserai un résultat. Il se voit, c'est une étude que nous avons... On va l'afficher à l'écran, oui, effectivement. Que nous avons réalisée pour le compte d'une entreprise de marketing digital qui s'appelle Décuplé. Et on a interrogé 300 chefs d'entreprise, enfin, plus exactement, membres de COMEX, d'entreprises de plus de 250 salariés. Donc on est plutôt sur les grosses entreprises. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fois que tout le monde est convaincu que ça va être une révolution. C'est pas juste parce que vous savez, Luc, on nous a fait le coup avec la blockchain, les NFT, alors le métavers. On a reparlé hier du métavers. Souvenez-vous, le métavers de Facebook qui allait tout changer. On n'en parle plus du tout aujourd'hui. Le métavers qui était un peu une version améliorée de Second Life, mais là non. Là, on est sur autre chose. Alors, en tout cas, dans la perception, on est vraiment sur autre chose. C'est une révolution, 93%, 40%, tout à fait d'accord avec cette idée. Pour autant, est-ce que les entreprises maîtrisent totalement l'intelligence artificielle, en tout cas les membres du COMEX? Là, je dirais que ça dépend comment on regarde les choses. Si on regarde ceux qui disent qu'ils maîtrisent parfaitement, on est à 19%. Les autres, on est plutôt un peu suiveurs ou un peu largués. Mais on est convaincu d'une chose, c'est qu'il faut en être. Il faut en être et que ça va être une véritable révolution dans les entreprises, que ce soit en termes d'organisation du travail, que ce soit en termes d'innovation et que ce soit en termes d'activité générale. Et ce que vient de dire Béatrice, c'est fascinant. Hein. L'Oréal, c'est des cosmétiques, c'est des produits, puis on voit qu'en fait le digital fait son entrée et change le rapport de l'entreprise avec ses clients. C'est rassurant qu'il y ait une forme d'humilité, parce que quelqu'un qui me dirait qu'il maîtrise 100% du sujet... on a tout compris. C'est bien aussi d'approcher ce sujet avec une forme d'humilité. Bon. Et dans les 2 cas qu'on a vus, juste pour finir là-dessus, effectivement, on a une entreprise de la tech, on va dire, enfin, quelqu'un qui est très avancé, pas une entreprise de la tech, mais quelqu'un qui est très avancé, qui avait pris le sujet à bras-le-corps avant, et puis une entreprise qui a les moyens et qui s'est emparée du sujet réellement. Et ça fait partie des entreprises pionnières, mais qui ne sont pas si nombreuses. Hein. Les entreprises qui se déclarent comme pionnières, c'est 6%. D'accord. Derrière, on a plutôt un paquet d'entreprises qui se disent on est plutôt en avance sur ce que font nos concurrents. Et puis on a un dernier tiers qui dit bon, nous, on fait des tests pour l'instant. On fait des tests. Est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent, Luc? Est-ce qu'on en dépense assez? Est-ce qu'on en dépense trop? Le montant des investissements liés à l'IA, est-ce que là aussi vous avez quelques enseignements à partager? Alors moi, je suis mal placé pour dire si on en dépense assez ou trop. Ce que je sais, c'est que les sommes qui sont annoncées sont assez importantes, significatives. On a 48% des entreprises qui nous disent, donc interrogées, entreprises de plus de 250 salariés, qui nous disent y consacrer plus de 5 millions en 2024. D'accord. Donc ça, on est là, et on en a 21% qui disent plus de 10 millions. Donc on n'est pas là pour entrer dans le secret de L'Oréal, mais on est là sur des niveaux d'investissement extrêmement forts. Et même dans les plus petites entreprises, plus petites, toujours dans cette fourchette. Oui, c'est ça, toute proportion gardée, on va dire. On est sur des niveaux d'investissement qui sont de l'ordre du million. Donc on est sur des niveaux d'investissement forts, c'est sûr, et on en attend des choses importantes, avec 77% d'ailleurs qui disent que leur budget 2024 sera supérieur à ce qu'ils avaient estimé. D'accord. Donc on va dépenser plus que ce qu'on attendait. Bon, il va y avoir des... Bonne nouvelle pour les entreprises de conseil. Eh bien justement, il fait la transition à ma place, c'est parfait. On va dépenser de l'argent, on va investir, Clément, et en même temps, on voit bien, c'est Béatrice qui disait, il y a de l'humilité dans la démarche, on ne sait pas forcément... comment s'y prendre? C'est un peu là, effectivement, que Square Management, vous entrez un petit peu en action pour conseiller les entreprises. Comment ça se passe pour
On va le dire trivialement pour pas se louper, Clément. Alors, il faut déjà on peut vite faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Exactement. Il faut déjà partir peut-être d'un premier constat, c'est que pour une fois, la technologie rentre dans les entreprises via l'usage dans la vie personnelle des gens. C'est-à-dire que grâce à ChatGPT, qui a été vraiment un formidable démonstrateur, on reparlait de l'adoption un peu plus tôt avec 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. En comparaison, TikTok, ça a mis 9 mois pour arriver à ce nombre d'utilisateurs. Donc ça a vraiment permis aux gens, dans leur vie personnelle, de se rendre compte de la capacité, du pouvoir et de ce qu'on pouvait abattre comme charge de travail, je dirais, avec l'intelligence artificielle générative. Et donc à partir de là, il y a une pression qui est venue des employés pour transposer les bienfaits, je dirais, dans la vie personnelle au travail, puisqu'on peut aller plus vite, on peut aller plus loin, on peut être plus efficace dans ses tâches journalière. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'entreprise, en tout cas les entreprises, ont peut-être un peu au début été pris de court, une réaction de rejet massif, avec un blocage de tous les outils IA-Gen dans la plupart des entreprises dans lesquelles on est intervenu. Il y a cette crainte d'être mis au chômage par l'IA, Clément? Alors ça peut être une crainte, effectivement. Nous, une de nos vraies convictions, c'est que on peut aller plus loin avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais le travail qu'on menait avant en 4 heures, on va peut-être maintenant pouvoir le faire en 1 heure. Et d'ailleurs, dans les interventions qu'on propose à nos clients, un des indicateurs principaux qu'on regarde, c'est effectivement le temps gagné, l'efficacité augmentée du collaborateur. Donc il y a effectivement une crainte chez les employés et nous, et notamment les plus jeunes. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Ça peut l'être, mais nous, ce qui, en tout cas, nous mobilise vraiment, c'est de rassurer en expliquant. C'est-à-dire, on a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas. Et donc, la volonté, c'est de faire la formation au plus grand nombre, ou en tout cas, à minima, de l'acculturation, pour que les gens se rendent bien compte à la fois des forces, des faiblesses et des limites de ces modèles d'IA générative. Et quand on voit les limites, parfois on est largement rassuré en se disant bon, c'est pas demain que... On parlera des hallucinations parfois des IA. Pourquoi, Luc, c'est plus compliqué finalement pour la jeune génération d'accepter ces outils que pour l'ancienne? Ça semble complètement à les digital natives, ils sont nés avec un smartphone dans la main, ils font tout en ligne. Je parle d'expérience personnelle, celle d'OpinionWay, parce que nous aussi on a lancé un grand challenge interne avec beaucoup de jeunes dans une entreprise comme OpinionWay, une trentaine de jeunes sur donc à peu près un tiers de l'entreprise qu'on a mis à l'IA, et puis on a dit vas-y, faites des tests. Et en fait, j'aurais été très déçu, parce qu'en fait, c'est les plus seniors qui, effectivement, étaient les plus aguerris. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA amène un déplacement de la valeur. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle nécessite d'être encadrée et supervisée. Et pour être supervisée, il faut de l'expérience. Et donc, du coup, les jeunes générations ont l'impression que ce qui était à faible valeur va peut-être les remplacer. Et n'ont pas le recul nécessaire pour justement superviser l'IA et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et notamment dans nos métiers, on a vu, on est un peu arrivé avec des systèmes d'hallucination avec un enjeu, je ne sais pas si on en parlera, mais qui est la data synthétique, qui est juste un danger terrible pour l'IA dans les années à venir, notamment dans le domaine médical d'ailleurs. Chez L'Oréal, c'est intéressant parce qu'on voit un taux d'adoption par les collaborateurs qui est très fort. Ils ont un L'Oréal GPT en interne, les collaborateurs de L'Oréal. Exactement. Donc en fait, très tôt, comme toutes les grandes entreprises, on a fixé un cadre très responsable en fait pour l'IA générative, avec une task force menée par Isabelle Guilloni qui gère ça pour le groupe, pour tous les métiers, avec un cadre de confiance, avec ce qu'on ferait. Et surtout, je pense que c'est important pour chaque entreprise de dire ce qu'on ne fera pas. Voilà, je vous donne un exemple. Pour les publicités, certaines entreprises en cosmétique pourraient être tentées de mettre des modèles de résultats produits générés par l'IA générative. Sans regarder, allez hop, on balance. Chez L'Oréal, dès le début en fait, de cette grande vague d'IA générative, notre CEO a mis un cadre en disant on n'utilisera pas l'IA générative pour montrer les résultats et les bénéfices des produits sur la peau ou sur les cheveux. Donc ça, c'est un cadre qui nous permet en fait d'avoir un espace dans lequel on peut évoluer. Et donc ce L'Oréal GPT est un autre outil, puisqu'évidemment les secrets de L'Oréal sont bien gardés et on avait envie d'avoir une architecture en fait, qu'on maîtrisait, protégée, on serait propriétaire. Et donc c'est dans ce cadre de confiance que plus de 34 000 collaborateurs ont déjà utilisé le L'Oréal GPT, plus de 10 000 par semaine. Donc on voit que c'est un usage qui est devenu massif pour la plupart des collaborateurs, que ce soit pour rédiger un
email, faire de la traduction, générer des images, mais on va plus loin. En fait, en plus de ce L'Oréal GPT, on a créé un laboratoire technologique qu'on appelle Créatech. Donc c'est Créatech qui nous permet en fait, vous savez chez L'Oréal on est une grande entreprise de marque, de créativité. Vous pensez L'Oréal, vous pensez science, tech et créativité. Et donc pour augmenter la créativité de nos équipes, en fait on utilise la GenAI et on peut par exemple imaginer des packaging complètement différents. On peut faire des briefs en ouvrant les horizons. Et donc nous aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, en fait on a un grand taux d'adoption de ces nouvelles technologies. On est plutôt très enthousiaste parce que ça nous permet d'augmenter en fait, que ce soit les créatifs, que ce soit le chercheur qui va l'utiliser pour d'autres raisons avec des digital twins pour créer des molécules plus rapidement. Voilà, en fait, on a chacun, on prend chacun le temps de voir... Une application, un débouché spécifique. Voilà, un cas d'usage. Et en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que pour les jeunes, moi je les vois en entretien et ils me demandent, c'est surprenant quand même, ça fait qu'un an, ils nous demandent qu'est-ce que vous avez comme outil GenAI pour m'augmenter. Et donc, ça devient aussi un critère de recrutement. Donc, je pense que les entreprises doivent se saisir aussi de ce sujet-là, d'un point de vue de l'employabilité, puisque les jeunes veulent aussi être dans les entreprises les mieux équipées à ce sujet. Eh oui. On a parlé, voilà, créativité. On peut dire que c'est un KPI, vous savez, les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. Franck, quels indicateurs clés de performance, on va le dire en français, vous vous fixez, vous, pour l'utilisation de l'IA? Est-ce que c'est de la rentabilité? Il faut que ça se voit dans la marge opérationnelle. Est-ce que c'est de l'efficacité? Est-ce que c'est, là aussi, de la créativité? Trouver, finalement, quelquefois des solutions technologiques ou des solutions tout court auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou c'est un petit peu de tout ça, et on se coupe? Oui, alors c'est un petit peu de tout ça parce que déjà le but de l'entreprise c'est aussi la profitabilité. Donc si on fait des gains de productivité, ça se voit dans les comptes. Mais la meilleure façon de mesurer quelque chose, je pense, c'est de permettre aux gens de tester. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant les témoignages qu'on a là parce qu'on voit que les gens qui y arrivent, c'est les gens qui donnent la main à leurs salariés pour qu'ils jouent avec, pour qu'ils testent. Et je pense que vous posiez les questions des investissements tout à l'heure. Une bonne façon de savoir comment choisir le niveau d'investissement, c'est de commencer petit. Je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde. Il faut commencer par des expérimentations. Et donc moi j'aurais tendance à dire qu'il faut déjà former les gens, former son COMEX, puis former des strates de middle management à ce que c'est que l'IA générative, à ce qu'on peut en attendre, à ce qu'on peut ne pas en attendre, aux limites des modèles, comment on peut spécialiser les modèles, parce que ça c'est un enjeu énorme, la spécialisation des modèles. Après, nous, on est une PME, donc on n'a pas forcément les moyens de spécialiser les modèles pour des besoins de nos départements internes. Ou autre, Par contre, on va le faire pour nos clients, ça c'est sûr, parce que c'est autre chose. Mais pour les grands groupes, ça peut être intéressant de former les gens pour savoir ce qu'ils peuvent en attendre, de laisser l'intégralité des salariés ou presque jouer avec et proposer des preuves de concept. Et ensuite, parmi les preuves de concept qui auront fait leurs preuves, eh bien, peut-être investir un peu et commencer à spécialiser des modèles pour aller chercher des choses un peu plus sophistiquées qui vont forcément changer le métier. Alors que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la finance, la créativité, comme vous disiez, ça c'est énorme, ce qu'on peut obtenir en créativité. Mais à un moment donné, pour que ça fasse plus que le chat GPT classique accessible à tout le monde, il faut un petit peu d'expertise pour lui apprendre les données de l'entreprise, plus les données spéciales de l'industrie. Et là, on peut faire des miracles, on peut faire des choses assez impressionnantes. Et surtout, quand je vois les progrès qu'on a fait entre novembre 22, donc les premiers... Nous, on a donné à nos salariés accès à ça tout de suite, et on leur a expliqué ce que c'était tout de suite. Mais en même temps, c'est dans les cultures d'entreprise. Mais entre les défauts de ce premier modèle, les hallucinations, les choses comme ça, et ce qu'on a maintenant, la marge de progression, elle est impressionnante. Donc, j'ose pas imaginer ce qu'on aura dans 4 ans. Je pense que ça va vraiment découvrir. On va y revenir, parce qu'effectivement, on a parlé hier sur notre table ronde des puits de valeur qui n'avaient pas été encore découverts avec l'IA. Je voudrais quand même demander à Clément, quand les entreprises viennent vous voir chez Square, est-ce qu'ils ont déjà une idée derrière la tête, un petit peu dit, ok, on aimerait bien quand même, peut-être rendre plus efficace certains process, ou elles viennent véritablement qu'une démarche de co-construction où vous allez les accompagner dans ce qu'elles peuvent faire de façon peut-être à court, moyen, long terme avec l'IA? Il y a les deux en fait, ça dépend des niveaux de maturité de chaque entreprise.
Nous, ce qu'on aime bien faire avant tout, c'est remettre un peu les choses à plat et travailler avec les équipes métiers qui ont la connaissance déjà de leur travail, de la donnée, pour réfléchir avec des ateliers qu'on appelle d'idéation, où on balaye les points bloquants du travail quotidien des collaborateurs et on regarde est-ce que ce point bloquant-là peut être résolu grâce à l'adjonction d'IA générative ou alors une IA plus basique peut convenir. Et voilà, on dimensionne comme ça et on essaie d'identifier toujours en co-construction tout un tas de KPI pour savoir comment on décide, une fois l'expérience menée à son terme, de juger le résultat. Est-ce que finalement on regarde le temps qui est gagné au quotidien par un collaborateur? Est-ce qu'on regarde le confort d'utilisation? Est-ce qu'on va regarder des notions de coût évidemment? Et tout ça derrière, ça nous permet de produire à la fin de ces phases d'expérimentation des cas d'usage identifiés un bilan qui décidera si oui ou non après ça vaut le coup d'aller plus loin. Et donc nous, voilà, on accompagne vraiment de bout en bout sur ces projets-là et nos clients sont très contents. Bon. Luc, dans votre enquête, qu'est-ce qui ressort sur les attendus de l'IA? Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que c'est pour nos amis en cabine? Est-ce que c'est que du business, que de l'économique ou je reviens sur ce que disait Béatrice sur la créativité aussi, voilà. Et l'économique, évidemment, c'est le premier KPI qu'on mesure. Bien sûr. Ce que vous disiez. Donc on attend des réductions, effectivement, et des gains de productivité. C'est un poste important. Mais le premier qui ressort, c'est hyper intéressant, quel que soit... Oui, ça ne marche pas bien avec les appels. Page 3, je le redis. Alors, page 3 en régie, si on veut bien nous mettre la slide. Mais si... ils vont la mettre, vous inquiétez pas, voilà, je surveille. Ce qu'on en attend. Donc, les gains de productivité énormes. Hein, oui. Il y a effectivement 11% d'entreprises qui nous disent attendre des gains de productivité de plutôt logique. Plutôt logique. Voilà, bon, voilà. C'est un niveau important. Mais le premier, vous voyez sur le deuxième graphique en haut à droite, c'est la capacité d'innovation et de génération de nouvelles idées. Ça, c'est intéressant parce que je parlais du niveau d'acculturation qui n'est pas forcément du même niveau dans toutes les entreprises, mais il y a une chose qui est comprise, c'est que ça va nous permettre d'innover. Vous en êtes un bel exemple, vous en êtes aussi un très bel exemple, c'est que ça va nous permettre d'innover, d'aller plus loin. Et d'ailleurs, même chez nous, dans notre métier, demain, c'est l'analyse prédictive. C'est-à-dire, on fait des tests, certains pour L'Oréal. J'ai testé 21 concepts, d'un seul coup, on m'en propose 2 autres. Oui. Peut-être que la machine, elle est capable de me dire ce qu'auraient dit les individus ou 2 que je n'ai pas eu le temps de présenter. Parce qu'elle aura appris, par exemple, où je fais plein d'études, on fait, je sais pas, 400 études publiées par an, dont une dizaine cette année sur l'IA. Peut-être qu'avant la conférence, demain, l'IA pourra me dire, voilà, j'ai pris les 20 études, voilà ce que ça dit. Voilà, pas mal. Ça m'aura fait pas mal de temps. Mais voilà, donc l'innovation, les capacités d'innovation, c'est le premier. Il y a aussi l'amélioration de la relation client. Il y a beaucoup de choses. C'est ce que vous dites. On va en parler avec vous, Béatrice. Dans l'expérience client, c'est ce que vous racontiez. Là, il y a des choses qui sont attendues. C'est le deuxième point. Et puis après, c'est l'idée de dire monter en valeur et débarrassons des tâches un peu les moins à valeur ajoutée, on va dire. Et rébarbatives parfois pour les collaborateurs. Mais la capacité d'innovation, je pense que c'est vraiment le résultat assez intéressant de ce sondage, c'est le premier poste. Bon. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'innover, mais il y a des craintes pour autant. Béatrice, l'autre question, c'est presque trop riche comme technologie. Tout d'un coup, on se retrouve avec une multitude de possibilités. Quand je vous écoute tous, on peut creuser dans plein de directions. Et ça, j'imagine que votre boulot, c'est aussi de dire, attends, on va peut-être séquencer tout ça. Quelles sont les utilisations dont on peut avoir un bénéfice, que ce soit pour le consommateur ou en interne rapide? Quelles sont les innovations de long terme? C'est ça, c'est un peu la gare de triage de tout ce qu'on peut faire et d'actionner, de savoir quel levier actionner en priorité finalement. Tout à fait, en fait, il y a 2 réactions quand on parle de GenAI. Il y a à la fois l'excitation et la nécessité de cadrage, le risque cas de d'usage, voilà où on va aller. Et la formation, vous en parliez, mais je pense que c'est vraiment important de renforcer le sujet. Chez L'Oréal, l'an dernier, on a beaucoup formé les collaborateurs à la data, et data et IA, encore une fois, sont très liés. Donc plus de 36 000 collaborateurs l'an dernier. Et cette année, on est vraiment dans ce mouvement GenAI avec le training GenAI for All. On vise plus de 40 000 collaborateurs certifiés cette année. Et pour nous, c'est vraiment important un peu cette espèce de licence à opérer l'IA générative. Si on veut un terrain de jeu, il faut qu'il soit fait dans un cadre qui est un cadre responsable. Et la deuxième chose, donc premier élément, c'est vraiment l'idée que quand on est formé, on a peut-être moins peur et on sait un peu plus ce qu'on peut faire ou pas faire. Et la deuxième chose, c'est que l'IA, comme toutes les technologies, elle est là pour apporter une valeur ajoutée et pour moi, pour résoudre un problème.
Voilà, donc c'est important de ne pas oublier ça parce qu'on pourrait, nous, on est vraiment très concentrés sur l'idée de ne pas faire la tech pour la tech, pas faire de la beauty tech pour la beauty tech. On fait de la beauty tech pour des humains, que ce soit nos collaborateurs. Il y a toujours un objectif. En fait, là, il y a une finalité, c'est le consommateur. Ou que ce soit des consommateurs. Oui. Et les consommateurs, donc vous savez que le groupe L'Oréal, hein, c'est le leader mondial de la beauté. Vous avez reçu Christophe hier, 41 milliards de chiffre d'affaires. Et la première marque en fait du groupe L'Oréal, c'est la marque L'Oréal Paris, qui est une marque qui fait plus de 7 milliards de chiffre d'affaires, la première marque de beauté au monde. Et elle est distribuée dans les supermarchés ou en ligne, dans un environnement où, contrairement à d'autres marques du groupe L'Oréal, on n'a pas un coiffeur, un conseiller beauté ou un dermatologue à côté de soi. Le consommateur est seul face au produit. Voilà, c'est un peu la division, si vous voulez, la division grand public. Hein, c'est une division de self-service par définition. Et en fait, avec l'abondance de l'offre, des publicités, avec les réseaux sociaux, avec ce que peut me dire un ami, on a 70% des hommes et des femmes qui nous disent « je suis perdu pour choisir ma routine de soins parce qu'il y a trop de choix. Quel est le bon soin pour moi ?» Et donc, pour adresser ce sujet, en fait, on a développé donc collaboration entre les équipes Beauty Tech, la RNI, Modiface dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi la marque L'Oréal Paris. On a développé le Beauty Genius, qui est le premier compagnon beauté, votre assistant personnel, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans votre poche. Ce compagnon, en fait, a été présenté par Nicolas Hieronymus, notre CES, notre CEO, au CES de Vegas. Donc en janvier dernier, hein, rappelons-nous, c'est la première fois qu'une entreprise de beauté française ouvrait cette grande conférence de la technologie. C'est la grande messe de la technologie aux États-Unis. Hein. Exactement. Et donc le Beauty Genius a été annoncé. On a plus de 10 600 personnes qui ont pu le tester à Vivatech, forte affluence à Vivatech avec des retours qui étaient extraordinaires en termes d'enthousiasme, mais aussi des éléments qui vont nous aider à continuer d'améliorer le service. Et donc ce service sera lancé aux États-Unis, puis en France dès 2025. Et en fait, ce qu'on a appris, parce qu'évidemment, je pense que ce qui est important, comme vous le disiez, c'est de développer assez vite et le plus vite possible de le mettre dans les mains de personnes, d'avoir des retours utilisateurs, d'itérer. C'est vraiment un process itératif. Et donc, ce Beauty Genius, on a appris beaucoup de choses. On a appris que, par exemple, les hommes et les femmes aimaient en fait parfois confier dans une intimité leurs soucis de beauté, que ce soit de l'acné, une perte de cheveux ou différents sujets. Il y en a qui nous ont dit « je suis contente d'avoir mon compagnon de beauté et de ne pas forcément avoir à révéler ce sujet à un humain ». Voilà. Ça, c'est un des exemples concrets de la valeur ajoutée. Deuxième chose, en fait, on a passé beaucoup de temps sur la tech, évidemment l'architecture, mais on passe beaucoup de temps sur le côté humain. L'empathie, la façon avec laquelle on va articuler nos réponses, les emojis, les mots qu'on utilise en fait pour que la conversation soit naturelle. Alors évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup de conversations beauté, plus de 115 ans d'expérience qui nous aident à ce que cette conversation soit la plus naturelle possible. Mais on voit en fait qu'il y a quelque chose qui se crée, qui est en anglais, les gens ont dit c'est presque un buddy, un ami. Voilà. Donc ça, je pense que ça nous encourage à aller encore plus loin. Et en tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir apporter, grâce à l'intelligence artificielle, du service beauté dans un environnement self-service. Et là, on voit qu'on fait de l'innovation puisqu'on vient transformer en fait une expérience dans un secteur. Alors, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais en tout cas, je trouve qu'il y a de très belles opportunités avec l'IA générative. Très belles opportunités avec l'IA générative, mais aussi des défis. Et parmi ceux-ci, il y a quand même le risque qu'elle se plante, cette IA. Alors bon, quand elle ne vous donne pas la bonne réponse, quand vous avez fait une requête sur ChatGPT, c'est pas très grave. Quand on gère une flotte de véhicules qui ont pour mission de ne pas renverser des piétons, c'est un petit peu plus problématique. Comment vous adressez ce défi, Franck, d'avoir des modèles qui parfois ont, on l'a dit, même on pourrait parler de la conduite autonome aussi, avec ces défis que ça représente, puisqu'il y a aussi un risque là pour les humains. Comment vous appréhendez à la fois le potentiel de l'IA, mais le fait aussi que c'est une technologie qui reste, entre guillemets, risquée? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Nous, on le fait depuis le début. Il y a deux enjeux, c'est la sécurité et la performance, en fait. On pourra y revenir. Nous, on fait un assessment de la performance permanent. Nos produits sont connectés. Et en fait, il y a, on va dire, des super algorithmes qui surveillent la performance de ce qu'on fait pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive du produit et que si ça doit détecter un piéton, ça détecte efficacement. Donc, on mesure la performance et moi, je pense qu'il faut le faire pour toutes les IA, en particulier quand on utilise l'IA générative. Il faut avoir
systématiquement un dispositif pour mesurer la qualité de ce qu'elle produit. Il ne faut jamais s'y fier, même si à mon avis, jamais en roue libre. Voilà, faut jamais la laisser en roue libre et il ne faut jamais la laisser s'auto-alimenter. Bon, c'est des principes généraux de l'IA, mais pour toute entreprise qui commence à utiliser ces technologies-là, c'est très important sur le volet performance de faire tout le temps une évaluation. Il faut évaluer, alors ça veut dire utiliser une vérité terrain, etc., avec d'autres moyens, mais je pense que toute entreprise qui partirait dans une direction où elle oublierait de faire l'évaluation, il y a un gros plantage à la clé, c'est certain. Et après, il y a la sécurité. Oui. Alors la sécurité, c'est un autre sujet, puis ça passe par des questions d'éthique, etc. Mais tout IA utilise des bases de données, comme vous disiez tout à l'heure, etc. Il y a des données personnelles dedans, il y a la manipulation de concepts, de données qui sont très conceptuelles, très abstraites, etc. Donc il faut toujours s'assurer qu'on sécurise les données. Alors il y a des normes ISO qui tournent autour de ça, mais il faut voir qu'avec l'évolution des performances des algorithmes et les masses de données qu'on gère, il va y avoir en permanence une course pour la sécurité. Et je pense que les métiers de cybersécurité vont prendre une importance cruciale dans toutes nos entreprises. Grands enjeux aussi des tableaux aujourd'hui, on connaît le firewall, on connaît les antivirus, mais ça, c'est rien. Mais à partir du moment où les IA vont prendre le pas sur tous les métiers en transverse dans l'entreprise, etc., la question de la cybersécurité, ça sera la colonne vertébrale de beaucoup d'entreprises. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une acculturation dans les entreprises, dans le middle management, sur les enjeux de la cybersécurité. Dès qu'on met en place des projets qui utilisent de l'IA et de l'IA générative, il faut qu'il y ait une culture sécurité qui soit implantée dès le début. J'imagine ça, Clément, que c'est une des demandes qu'on fait, à la fois sécurité, culture de la sécurité des résultats de l'IA, et aussi culture de sécurité de la donnée utilisée qui ne doit pas se retrouver n'importe où. Tout à fait. Deux gros enjeux là. C'est vraiment deux gros enjeux. Sur le premier enjeu, pour les entreprises qui débutent, nous on a une vraie conviction, c'est de d'abord faire passer les modèles IA génératives par les collaborateurs et pas exposer tout de suite les clients à ces modèles-là, puisque c'est un risque énorme de réputation, puisqu'il y a toujours des petites personnes malicieuses qui vont aller s'amuser à faire dire n'importe quoi au modèle. Et après, une fois que c'est dit, c'est trop tard, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on est tous on a eu quelques cas récemment. Et donc là-dessus, c'est très important que ce soit un peu le collaborateur qui fasse cette première étape de travail sur la sécurité du modèle et qui fasse un peu le test finalement de ce modèle-là pour vérifier les limites et sécuriser, corriger tout risque d'hallucination néfaste. Nous, on a également beaucoup travaillé en interne sur des typologies, même je dirais, d'architecture d'IA générative qui permettent d'ancrer les réponses dans une base de données documentaire. Ce qui veut dire que l'entreprise a la main sur une base documentaire qui est la source des informations que le modèle va aller puiser pour répondre aux questions. Donc ça, c'est l'architecture qui s'appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Et sur cette architecture-là, on n'a pas d'hallucination possible dans la mesure où on va puiser dans une base de données qui est connue, c'est des documents de l'entreprise, et voilà. L'IA ne va pas aller inventer une réponse en se disant « bon, il veut que je réponde ». Voilà. Et donc, non seulement la réponse, il n'y a pas d'hallucination, mais on source aussi le document, le paragraphe au sein du document, à partir duquel on a basé la réponse. Sur la sécurité des données clients, je trouve qu'en Europe, on est plutôt bien lotis par rapport à certains autres voisins, où il y a vraiment beaucoup de réglementation. En France, c'est la CNIL qui adresse tous ces sujets-là. Et là-dessus, nous, on est aussi énormément dans une logique où en fait, il y a l'opt-in des clients, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients de demander à leurs clients d'opt-in pour participer à... L'opt-in, c'est le consentement. C'est le consentement, pardon. Bien d'accord pour participer, que ça ne se fait pas ça ne se fait pas dans leur dos, ça ne se fait pas sans qu'ils le sachent, c'est pas une petite ligne écrite en bas du contrat. Voilà, celle qu'on lit jamais. Ils cliquent en connaissance de cause en disant je suis d'accord pour participer à la construction, en tout cas que mes données participent à la construction d'un modèle d'intelligence artificielle. Bon, même question pour Luc, parce que sur Opinionway, j'imagine qu'il y a de l'IA aussi. Là, vous nous avez commenté les résultats de l'enquête sur l'IA, mais vous devez l'utiliser dans votre métier. Alors, une hallucination dans une enquête d'opinion, là, ça peut faire carrément mauvais genre. Alors, aujourd'hui, les modèles font de l'hallucination. Oui. Et alors, pour une autre raison, aujourd'hui, ce qui nous protège dans notre métier, c'est le savoir-faire et le benchmark. C'est-à-dire que si je demande à l'IA
70% des collaborateurs sont contents de leur travail chez L'Oréal. Il y a 70%. Regardez tous les sondages. Oh, c'est même plus, je pense, chez L'Oréal. 70%, c'est juste une catastrophe comme résultat. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des collaborateurs qui ne sont pas contents. Même chez nous, ils sont contents. Mais voilà. Je prenais comme exemple, mais du coup, c'est un mauvais résultat. Oui. Et donc ça, nous, on le sait. Oui. l'IA ne le sait pas, parce que tous ces sondages que nous faisons, je ne parle pas des sondages publiés, mais de 80% des sondages que nous faisons et des enquêtes que nous faisons, c'est des études marketing ou des études internes. Ce savoir-faire, il est dans les instituts. Et il n'est surtout pas sur les réseaux. Oui. Donc, effectivement, là, l'IA, pour l'instant, il a du mal, il faut lui apprendre. Et pour lui apprendre, il faut, et ça c'est un enjeu majeur pour notre métier, en tout cas, mais ça l'est pour tous les métiers, c'est de, évidemment, sécuriser tout ce qui est fait avec l'IA. Et c'est l'intégration, notamment, des large language models, qui permet, effectivement, de travailler chez soi et non pas en ouvert avec l'ensemble, et qui, d'un seul coup, surtout sur les métiers qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des études marketing sur des concepts qui vont sortir. On imagine ce que ça pourrait donner comme catastrophe si, d'un seul coup, on utilisait l'IA de manière totalement ouverte. Donc, dans les enjeux de sécurité, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a sécuriser ses savoir-faire. Il y a sécuriser les données clients, ce que vous avez dit. Et puis, il y a effectivement sécuriser le risque d'hallucination qui existe. Moi, j'ai fait récemment sur une typologie. Sur la RSE, sur 5 types, le truc marchait plutôt bien. Et sur le 6e, qui était un groupe plutôt de consommateurs qui pensent qu'avec le progrès, de toute manière, les enjeux de développement durable, ils seront réglés et qu'il faut profiter de la vie maintenant. Ouais. Il m'écrit, je donne l'exemple, mais ça n'empêche pas que demain, ils seront intéressés surtout par la permaculture. Je ne sais pas d'où il le sort, parce qu'il n'y a pas une question sur la permaculture dans le questionnaire. Ouais. Donc voilà, par exemple, quand on parle d'hallucination, voilà, donc évidemment, c'est un enjeu pour nous. On imagine l'enjeu qui est pour des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises à technologie très avancée. Donc voilà, il y a un besoin d'encadrement. Et c'est bien ce que dit l'information, Luc, on peut aussi avoir des choses aujourd'hui sur lesquelles il faut faire très attention. Ouais. Oui. Et donc du coup, les entreprises, si je reviens au sondage, c'est le premier risque qui pointe. C'est la sécurité. La sécurité, comme vous le disiez, qui va avec la performance, c'est-à-dire le risque d'erreur. Ne pas se tromper, sécurisation et risque d'erreur. Et puis après, il y a des enjeux de RH, le risque de déshumanisation du travail. Ça, c'est un enjeu qu'ils perçoivent et un enjeu aussi interne de se dire, est-ce qu'on ne va pas me remplacer, est-ce qu'on ne va pas enlever de la masse salariale. On en a parlé, des secteurs entiers comme les cabinets d'avocats où les questions se posent de manière forte, la perte de sens. Et puis la peur de la complexité, parce qu'effectivement, quand on est une entreprise comme L'Oréal ou comme vous qui, chez Arcure, travaillez déjà depuis longtemps avec la techno, bon, ici, il y a la recherche, là-bas, il y a une culture techno, il y a plein d'entreprises pour lesquelles il n'y a pas de service de R&D. Chez nous, il n'y a pas de service de R&D. Donc du coup, il y a de la complexité. Dans l'encadrement, comme vous le dites, il faut faire des tests, il faut du retour d'expérience. Enfin, tout ça demande un peu plus de temps. C'est un peu plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et c'est en fait, grosso modo, les risques qui sont pointés aujourd'hui par les entreprises. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on considère que pour être le leader de la beauté, on doit être aussi le leader de la beauty tech. Et en fait, on doit investir en tech. Et ce que vous dites est vrai. Moi, je me sens vraiment aujourd'hui rassurée d'être entourée d'experts, en fait. Et donc, je comprends le challenge que vous posez pour d'autres entreprises, en fait. On a plus de 8000 personnes, imaginez, qui travaillent dans la tech, le data et le digital. Donc, on a des experts qui nous aident, en fait, à naviguer, à explorer. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me semble essentiel. Et je vais revenir sur un point que vous avez mentionné sur les consommateurs, en fait, et l'importance du consentement. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pour avoir des services d'IA générative à l'échelle, en fait, et qui vont vraiment faire la différence dans le quotidien des gens, c'est d'abord une question de confiance. Et en fait, je suis vraiment convaincue que pour avoir la confiance des gens, on doit à tout moment pouvoir laisser l'humain interagir avec le système. Je vous donne un exemple sur ce compagnon beauté Beauty Genius dont je vous ai parlé. Il faut pouvoir à un moment donné, si j'ai besoin, parler au service client et à un humain si j'en ai envie. Il faut pouvoir donner un retour. Je ne suis pas d'accord avec la recommandation que vous m'avez donnée. J'aurais préféré que vous me recommandiez cette chose. Et donc, on travaille vraiment avec un système de retour, de feedback et d'interaction où il y a de l'humain, comme vous disiez, à l'entrée, à la sortie et au milieu de cette IA générative. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de bâtir une relation de confiance et de créer de la valeur à long terme. Bon, on a parlé de plein de choses. Moi, j'ai envie que vous terminiez sur un petit peu d'anticipation. Puisqu'on est là, voilà, on est de l'innovation, IA, croissance, progrès.
Et demain, finalement, on se rend compte qu'on est à un tournant. Franck, hier j'interrogeais quelqu'un, spécialiste de la technologie chez Amundi, qui me disait effectivement il y a des puits de valeur. Pour le moment, il a utilisé cette image, j'ai trouvé super intéressant, il dit on est moine copiste. C'est-à-dire qu'on refait avec l'IA ce qu'on faisait normalement, et peut-être de façon plus efficace, de façon plus créative, tout ce dont on a parlé. Il dit mais ça, c'est que le début. Est-ce que vous avez vous aussi cette conviction que, je ne sais pas si le meilleur, mais en tout cas le plus impressionnant reste à venir? Et si oui, c'est quoi pour vous ce qui peut s'annoncer d'ici, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 ans? Alors si je réponds à la dernière question, là je suis très arrogant, mais donc je ne vais pas répondre à la dernière question. Ça peut être votre vision, c'est pas... Voilà. Non, mais par contre, c'est évident que ça va révolutionner la vie de tout le monde. Mais on aurait dit au début des années 90 que la communication et le digital allaient révolutionner notre vie, bah, on n'aurait pas su ferait tout vraiment... sur notre téléphone. Je crois que d'ailleurs j'avais des profs qui me disaient ça, moi, mais on ne savait pas concrètement comment allait se passer. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a vraiment révolutionné notre vie, notre façon de travailler, surtout dans les métiers de bureau, dans le marketing, dans la finance, etc. Donc et la révolution qui se prépare, moi, mon sentiment, mais je n'ai pas de preuves, c'est que c'est encore d'une autre échelle. Ça va être une accélération parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et ça va changer nos métiers, ça va accroître considérablement la productivité. Donc je pense que ça rend optimiste sur la croissance parce que je pense ça va générer de la croissance par les gains de productivité. Alors c'est disruptif pour certains métiers, hein, c'est vrai. Donc ceux qui ne sauront pas s'adapter vite, ils vont être bousculés par ça. Par contre, je ne suis pas vraiment inquiet pour les collaborateurs et les usages. Parce que ce sont quand même des choses qui sont très intuitives, qui sont au service de l'humain, qu'on conçoit en imbrication avec le travail des humains. Maintenant, ces choses-là, elles sont créatives, elles vont générer une nouvelle façon de travailler, des nouveaux métiers. Oui. Et donc c'est ça qu'il faut attendre. Il faut attendre que l'IA propose des choses quasiment. Et donc on va voir émerger des nouvelles façons de travailler, des nouvelles pratiques dans chacun des métiers. Moi je vois beaucoup le marketing parce que je sais qu'on s'en sert pas mal nous en interne en tant que chose transverse. Hein, c'est pas notre cœur de métier, mais on trouve que ce qu'on arrive à produire en marketing grâce à l'IA générative, c'est vraiment exceptionnel. Donc il y a quand même pas mal de révolutions qui se préparent. Donc les gens qui annoncent que dans les 10 ans, ça va révolutionner notre économie. Moi, je le crois vraiment. Alors après, il y aura sûrement des plantages, des déceptions. Phase d'adaptation. Voilà, il faudra s'adapter. Il y a quand même des précautions à prendre et je pense qu'on n'a rien fait pour l'instant au niveau législatif. Moi, j'attends que le législateur se saisisse des sujets, c'est-à-dire que les gens fassent des formations techniques pour comprendre de quoi on parle, parce que les menaces, elles sont réelles, et là, pour l'instant, ce qui a été fait, c'est pas tout à fait... C'est trop léger pour le moment ? Pour certains aspects, oui, mais c'est normal. Warren Buffett dit, il y a un génie, et dans la lampe, et je ne suis pas pressé de voir le jour où il va sortir de la lampe. Et comme toujours, Warren Buffett, je pense qu'il a raison, c'est très sage de dire ça. Donc il faut que le législateur se prépare pour le jour où le génie va sortir de la lampe. Il faut quand même un petit peu réfléchir. Alors c'est un peu conceptuel aujourd'hui, mais c'est quand même très très puissant comme technologie. Une fois qu'on aura tous dans ce truc-là la puissance de ChatGPT, hein, donc fois des millions, ça veut dire que la menace sur certaines choses qu'on ne peut pas encore imaginer, elle existe. Donc il faut réfléchir, il faut un peu se protéger déjà, il faut un petit peu réfléchir aux limites de ce progrès. Voilà. Bon, optimisme réaliste, c'est la même chose pour vous, Clément, vous qui baignez dedans aussi tous les jours. Si je vous demande le futur qui se dessine, alors je sais qu'il n'y a pas de boule de cristal sur le plateau, on l'a enlevé, mais qu'est-ce que vous imaginez ? Alors il n'y a pas de boule de cristal, mais moi je suis également chercheur, donc je travaille vraiment à la pointe sur ces thématiques-là autour de l'IA. Et un des sujets qu'on porte au sein de mon labo de recherche, donc le Square Research Center, qui est le labo de mon entreprise, on travaille avec les universités à une thématique qui s'appelle l'explicabilité des modèles d'intelligence artificielle. Et donc, comme je disais en introduction, on a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas. Et ben, cette thématique-là vise à répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un modèle, quand je donne telle entrée, me répond telle sortie ? Et donc, on cherche à amener du contexte, à contextualiser, vraiment c'est le terme, les réponses des modèles d'intelligence artificielle, de sorte à ce que l'utilisateur humain finalement puisse commencer à se les approprier. Oui. Et c'est assez fort les résultats, et en tout cas l'impact que ça peut avoir d'expliquer ça, parce qu'en entreprise, on se rend compte qu'il y a un grand taux d'adoption une fois que les réponses sont expliquées.
aux collaborateurs. Et donc je pense que c'est vraiment là-dessus, dans les prochaines années, et ça fait déjà quelques temps que c'est un sujet chaud dans le milieu de la recherche académique, mais c'est dans les prochaines années qu'on va vraiment avoir des résultats sur cette thématique-là. Il va falloir qu'on comprenne comment les IA pensent quand je vous écoute. C'est presque ça. Presque ça. Bon, allez, Béatrice, je veux les innovations là, dans les 4-5 ans de la beauty tech. Le scoop. Alors là, il faudra revenir au CES en janvier. Non, ce que je veux dire, c'est que déjà, en 1980, François Dalle, notre CEO de l'époque, disait il est urgent d'apprendre à apprendre. Il parlait des métiers de la transition et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point d'inflexion. Je pense qu'il est vraiment essentiel que chacun se saisisse du sujet, à la fois la formation, les investissements, commencer et vraiment se tenir à la page parce qu'un nouveau LLM, une nouvelle législation, une nouvelle découverte, il y en a quand même assez souvent, presque tous les jours en ce moment. Une accélération incroyable. Voilà, et donc je pense qu'il faut, chez L'Oréal, on dit qu'on est des athlètes. Il y a cette idée qu'il faut s'entraîner. Et moi, un conseil tout simple que je donne aux gens, c'est mettez-vous du temps, même dans vos agendas, dans vos Outlook, gardez-vous du temps tous les jours pour tester, vous mettre au courant parce que ce que je suis convaincue, c'est que malheureusement, il y aura un écart entre les gens qui se seront saisis du sujet et les autres. Et voilà, et donc c'est essentiel que ce sujet soit inclusif et que le plus grand nombre de personnes possible aujourd'hui se saisissent de l'IA. Il y avait la fracture numérique, il pourrait y avoir la fracture IA. Exactement, ouais. Il faut apprendre, il faut, je pense qu'une des compétences les plus importantes dans les écoles pour aujourd'hui et pour demain, c'est l'esprit critique. Comment reconnaître ce qui a été généré par l'IA ou par un humain, qu'est-ce qui est vrai du faux. Et donc comment est-ce qu'on cultive cet esprit critique partout, dans les écoles, dans les entreprises, dans les associations. Je pense que c'est vraiment un enjeu très, très important pour le business et aussi pour les sociétés. Bon, Luc, on refait l'enquête dans 5 ans. Lui aussi, boule de cristal. Qu'est-ce qu'on aura appris? Qu'est-ce qu'on aura accompli depuis ce moment? Si on regarde tous cette table ronde dans 5 ans, on se dit, tiens, est-ce que ça a tourné un peu comme on l'imaginait ou pas du tout? Alors, j'ai du mal, on doit déjà... Ah, c'est pas facile comme ça. On doit déjà estimer les résultats pour l'élection, donc c'est suffisamment compliqué. Moi, je dirais surtout que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a... Et c'est bien le paysage des entreprises françaises. Il y a ceux qui sont déjà dans la tech. Oui. Il y a ceux qui ont des gros services R&D qui sont très avancés. Et puis, il y a tout un paquet d'entreprises où il n'y a pas de services R&D qui ne sont pas nés dans la tech. Une entreprise comme OpinionWay, même si on a été les premiers à lancer les études online, on n'est pas une entreprise de tech. Et ces entreprises-là, je ne suis pas là pour faire la pub de Square ou de Décuple, mais ces entreprises-là, elles vont être confrontées à un enjeu, c'est comment je m'y prends. Et elles ont besoin d'être accompagnées. Nous-mêmes, on se fait accompagner. Et ça, c'est un enjeu majeur pour toutes les entreprises de taille intermédiaire, entre, on va dire, 50 et 250 salariés, se faire accompagner, parce qu'ils ne sont pas nés dans la tech, ils n'ont pas de service de recherche, il va falloir avancer vite, parce que par ailleurs, d'autres entreprises vont se créer, elles vont être nées comme des pure players dans la tech, et donc, en fait, il y a un vrai enjeu là, effectivement, de s'acculturer. Parce qu'il ne s'agit pas de faire uniquement son cœur de métier. Il s'agit, on l'a vu, d'innover et d'aller plus loin, d'imaginer de nouvelles choses que je ne suis pas en mesure de vous dire. Bon, en tout cas, voilà, ça va vite, ce n'est pas un buzzword, c'est parti pour changer l'économie et en tout cas, moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut être dans ce train de l'IA au risque de rester à quai et ça peut coûter cher. Merci à tous nos intervenants pour cette table ronde, on a vu beaucoup de sujets, j'espère qu'on a fait l'essentiel, en tout cas, qu'on vous a donné des pistes de réflexion pour la suite et qu'on vous a montré combien le sujet allait être important dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis et puis restez sur Bourse Live puisque d'autres conférences arrivent tout au long de la journée. Merci et à bientôt.